Avec Shell Diesel Extra, profitez d'un gasoil qui ne mousse pas durant le ravitaillement pour gagner du temps et de l'argent. Midi à l'écoute de la radio Futur Média, le journal. Ismaël Camara. À la une de cette édition, baisse des prix du riz, de l'huile et du sucre. Les commerçants restent divisés. Si certains sont prêts à appliquer cette mesure du gouvernement, d'autres ne sont pas prêts à vendre avec les nouveaux prix. Les acteurs du transport, eux, s'impatientent. Ils espèrent une réduction du prix du carburant et demandent à l'État d'aller vite dans ce sens. Crise scolaire, les signaux sont au rouge à cause de l'échec des négociations entre le QSEMS et le gouvernement. Pour autant, l'ex-secrétaire général de l'UDEN, Mamadou Diop Castro, pense que l'année peut être sauvée. Accaparement des terres cultivables à Ney dans la communauté rurale de Keur-Mousseux par des cultivateurs du dimanche. Les maraîchers locaux sont dans tous leurs états. Ils dénoncent cette situation. À suivre dans ce journal, les sports de Sadanikiam, la revue de presse de Babacar Fall, le portrait de la semaine qui porte sur le président du Sénat, Fabio. Et enfin, Khalam de Dienabo Sedouba mettra en terme à ce 12h. RFM Midi. RFM Midi. Ismaël Camara. Mesdames, Messieurs, bonjour. Baisse des denrées de première nécessité. Les commerçants apprécient diversement cette mesure du gouvernement. Certains commerçants l'approuvent. Ils déclarent qu'ils sont prêts à vendre avec les prix établis, quitte à subir des pertes. D'autres, par contre, craignent de ne pas écouler leur stock. Pour eux, il est impossible d'appliquer les nouveaux prix pour le moment. Aminata Goudiaby s'est rendue au marché de Castor, reportage. Le reportage d'Aminata Goudiaby que nous écoutons. Une boutique d'alimentation générale à l'entrée du marché de Castor. Le gérant s'appelle Ibrahim Ouad. Son stock de riz est visiblement important. La baisse des prix de cette denrée a été brusque pour lui. Ibrahim Ouad est formel. Il ne compte pas appliquer pour l'instant. Non, nous ne sommes pas baissé les prix parce que nous sommes des anciens stocks, quoi. Pour vendre le prix que maintenant, il faut que nous achetions le nouveau prix. Pour l'instant, c'est le prix ancien stock. Le prix de riz à 450, le prix parfumé, mais le non parfumé est maintenant à 300 francs le kilo. Et c'est valable pour les autres produits dont la baisse des prix est annoncée. Pour l'huile de 1 litre, ça coûte 1200 francs le 1 litre. Mais le sucre, le kilo, c'est 650 pour l'instant. Le sucre en poudre. En morceaux, c'est 750. Nous ne pouvons pas diminuer pour l'instant. À quelques encablures, un autre commerçant. Le magasin est moins grand que le premier. Ici, le propriétaire dit n'avoir pas le choix. Mbaye préfère vendre ses produits au prix décrété par le gouvernement. Dès aujourd'hui, je vais appliquer ces prix, même si je reconnais que je pourrais subir des pertes. Mais heureusement, j'ai pas beaucoup de stock. Et si je maintenais les prix, je pourrais perdre mes clients. Et cela ne m'arrange pas. Dans ce marché, on s'achemine encore vers des spéculations, comme à chaque fois qu'une baisse des prix des denrées de base est annoncée. En banlieue, quelques réserves sont émises sur la baisse des prix du riz, du sucre et de l'huile. Certains consommateurs trouvent minime la baisse. Ils demandent au gouvernement de diminuer davantage les prix. D'autres applaudissent des deux mains. Ils disent n'attendre ni plus ni moins l'effectivité de la mesure. Salif Sow, reportage. Panier à la main, Seynabou Diop revient du marché. Elle approuve à sa juste valeur la baisse des prix du riz, du sucre et de l'huile. La vie est chère et la vie elle est trop dure en ville comme en campagne. Donc j'apprécie. Des propos qu'elle partage avec Doudou Fall. Oui, c'est bien. Ce père de famille trouvé à l'entrée d'une pharmacie demande tout de même au gouvernement de mieux faire. Dans 2 mois, 3 mois, au moins quand il sera plus imprégné dans les dossiers, qu'il puisse encore diminuer les prix parce que vraiment on voit que c'est un peu minime par rapport à ce qu'on attend. Car constate-t-il, malgré leur baisse, les prix des denrées de première nécessité restent élevés. Oui, mais bien sûr, parce qu'un kilo de riz à 285 francs, c'est un peu cher. Je trouve que c'est un peu cher. L'huile à 900 jusqu'à présent, c'est cher. Ce sont là les prix au kilogramme et les prix en gros. Non, je l'ignore. Nous, on a seulement entendu que les prix ont baissé entre 40 francs et 45 francs le kilo. Répond Mamadou, il est boutiquier. Derrière son comptoir, il émet quelques réserves.
chaque fois, lorsque les autorités baissent les prix, nous, les boutiquiers, nous ignorons toujours les prix en gros. Des inquiétudes qui n'intéressent point cette femme qui demande aux contrôleurs économiques de veiller à l'application des nouveaux prix dès lundi. Les boutiquiers font ce qu'ils veulent. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Crise scolaire, ça se dégrade de jour en jour. Les négociations entre le CUSEMS et le gouvernement ont accouché d'une souris. La plupart des élèves ont décrété une année blanche. La coupe est pleine. Toutefois, Mamadou Diop Castro estime que l'année scolaire peut bien être sauvée. D'après l'ex-secrétaire général de l'UDEN, cela dépend de la capacité du gouvernement à convaincre tous les acteurs par des actes concrets. Mamadou Diop Castro au téléphone de Babacar Fall. La situation est très complexe. Elle découle de la mauvaise gestion du système avant l'alternance alternée. Il va falloir prendre des mesures urgentes pour sauver ce qui reste de l'école malgré les positions tranchées des uns et des autres. Et c'est à ce titre qu'il faut mettre en place un dispositif pour pouvoir discuter avec les syndicats d'enseignants, discuter avec les parents d'élèves et la société civile, discuter avec les élèves pour arriver à un schéma global de relance de l'école. Ce n'est pas parce que les élèves disent qu'ils ont opté pour l'année blanche que cela doit être. Ce n'est pas parce que le CUSEMS également développe certaines positions qu'il faut désespérer. Dans les discours des responsables du CUSEMS, on entrevoit cette ouverture pour une solution possible, puisque récemment, ils le disaient, ils ne veulent pas de l'année blanche, ils ne souhaitent pas endosser une année blanche. Tout dépend maintenant de la capacité du gouvernement à apaiser les cœurs et les esprits et à faire des propositions acceptables par toutes les parties. Ce n'est pas la première fois que nous en sommes arrivés à des situations aussi difficiles, mais nous sommes arrivés à trouver des compromis avec le gouvernement en réaménageant le calendrier scolaire. C'est donc une piste. La deuxième piste, c'est des engagements qui devraient permettre aux syndicats d'enseignants d'accepter des compromis et d'aller de l'avant. Il y a des questions urgentes, la signature des décrets qui sont attendus, le vote des lois attendues par rapport aux accords déjà signés. Mais le gouvernement peut prendre des initiatives dans ce sens-là. Pour d'autres questions qui méritent des approfondissements, les syndicats d'enseignants pourront attendre, notamment sur les questions financières. Ils l'ont déjà dit, ils l'ont déjà avancé. Chacune des parties est dans des dispositions pour pouvoir aller de l'avant, sauf pour les élèves qu'il va falloir convaincre davantage pour qu'ils se disent que rien n'est encore perdu, il est possible de sauver ce qui reste de l'année et on verra. Mamadou Diop Castro, Ndeye, dans la communauté rurale de Kermousse, là-bas, les cultivateurs du dimanche se sont accaparés des terres cultivables aux grandes dames des maraîchers locaux. Ces derniers se plaignent de cette situation, d'autant que le lac Tannement, qui reste bouché, n'approvisionne plus les 15 villages. Ces maraîchers demandent sa revitalisation, puisque selon eux, 4000 tonnes d'oignons pourrissent dans les champs, faute de pistes de production, entre autres. Reportage Cheikh Anta Diop. Ces périmètres maraîchers situés à Ndeye dans la communauté rurale de Kermousse polarisent plus de 15 villages. Les agriculteurs regroupés autour d'un GIE Ande Sokhali Balbi ont d'énormes difficultés pour écouler leur production. Abdoundoy, producteur. Parce que nous sommes dans une zone un peu enclavée, nous cultivons de toutes les variétés, surtout l'oignon, les aubergines, les diachotos, mais nous avons des problèmes. Si la production est sortie, nous avons un problème de commercialisation, surtout. C'est comme vous le voyez. Donc, lorsque vous venez ici, vous avez vécu beaucoup de problèmes sur la route. Nous n'avons pas de piste de production. En ce qui concerne l'oignon, la production annuelle tourne autour de 4000 tonnes. Les maraîchers estiment qu'ils n'ont pas de magasin de stockage. Selon eux, les produits pourrissent dans les champs. Nous n'avons qu'une aide qui vient de l'État, ni de chambre froide, ni de salle de stockation. Et pourtant, cette zone recèle des potentialités énormes. Les agriculteurs demandent l'aide de l'État. Colonel Mansour Mboup, responsable politique de l'APR à la communauté rurale de Kermousse. Vous savez que c'est la zone du lac Tannement où drainent toutes les eaux de rétention. Normalement, ces eaux devaient être conservées pour revitaliser la zone. Mais malheureusement, avec le gouvernement précédent, rien n'a été fait. Actuellement, l'eau se fait rare dans cette localité. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Fatigue, la déclaration de naissance des enfants reste un véritable casse-tête dans les zones rurales. Une situation due à l'analphabétisme des populations et à l'éloignement des centres d'état civil.
Un changement des comportements s'impose. Des élus locaux, chefs de village, sages-femmes de Diaoulé et Tiaré ont subi une formation sur l'état civil. Youssouf Boyan. Ngourfal est agent d'état civil en Diop. Dans ce village, l'enregistrement à l'état civil n'est pas encore automatique. Une situation plus complexe concernant la déclaration des décès. Souvent, il y a des gens qui viennent déclarer. Mais le plus souvent, c'est les naissances. Les naissances, peut-être les 70% de la population viennent faire les déclarations. Mais à part ça, pour les mariages, c'est uniquement les fonctionnaires. Les enseignants, etc., ils viennent souvent faire les déclarations. Et les décès, vraiment les décès, les gens ne sont pas encore mûrs sur ça. Les gens ne sont pas encore sensibilisés. Vous enregistrez combien par an? Peut-être de 19, 20, 21 jusqu'à 25 pour toute l'année. L'éloignement des centres d'état civil et l'ignorance de certaines populations est à l'origine de cette situation, selon une étude menée par l'Organisation Éducation et Développement de l'Enfant, EDEN. Babacar Fall coordonne ce projet. Au niveau de l'étude qu'on a faite durant les mois de février-mars, on a constaté l'enclavement de certains villages, l'analphabétisme et surtout le manque de formation des officiers agents d'état civil et le manque aussi de matériel. Et c'est dans ce sens que même il y a eu ce besoin de l'atelier de formation des acteurs institutionnels et sociaux. On a intégré les chefs de village, les sages-femmes pour une bonne sensibilisation. Pour faciliter le travail des centres d'état civil, l'organisation EDEN a offert aux différents villages 60 registres de naissance, 500 imprimés de bulletins et extraits de naissance et 250 cahiers de village. Youssouf Bodjan Fatik, Radio Futur Média. À Mbour, l'APR met en place un cadre de concertation et de réflexion. L'objectif est de rendre visibles les actions du gouvernement. Il y a aussi cette volonté de grossir les rangs du parti dans le département. Pour autant, le bon fonctionnement de cette structure risque de se heurter aux divisions internes entre responsables apéristes locaux. Correspondance Mamadou Diop. L'Alliance pour la République du département de Mbour crée un cadre provisoire de concertation et de réflexion. Objectif principal, fédérer toutes les forces du département, créer la solidarité entre les militants, mais surtout massifier le parti. Maître Oumar Youm est le coordonnateur de ce cadre de concertation. L'objectif de ce cadre, c'est de permettre au parti d'avoir au moins une structure provisoire pour fonctionner, servir de relais à l'action gouvernementale, servir de laboratoire d'analyse et d'explication, sinon de vulgarisation des actions du gouvernement, et avoir un cadre cohérent de massification du parti. Pour renforcer cette dynamique, les responsables des jeunes de l'APR ne veulent plus entendre des jeunes du parti parler en leur nom. Ernest Ngom est le responsable départemental des jeunes de l'APR de Mbour. Appelle donc à plus de sérénité. Parce que donc nous n'accepterons pas que les déchets du PDS soient ramenés donc ici. Parce que les déchets ne doivent pas en quelque sorte pourrir la bonne graine. Et cette bonne graine-là, donc nous n'accepterons pas que des jeunes viennent parler de n'importe quoi dans le parti. Le parti a une structure, le parti nous sommes des jeunes disciplinés, nous sommes des jeunes éduqués dans le parti, donc si on veut dire quelque chose, on sait où le dire et comment le dire. Mais il faut dire que jusqu'ici, l'unité est loin d'être retrouvée dans les rangs de l'APR. Maître Oumar Youm, Dr Diba, Boubacar Kamara et tant d'autres, chacun tire de son côté, créant ainsi une division dans le parti à Mbour. RFM Mbour, Mamadou Diop. Baisse des prix des denrées, une bonne nouvelle selon les acteurs des transports, mais les chauffeurs et autres particuliers invitent l'État à réduire le prix du carburant. Reportage à Loussé Noudiaï. Nous sommes sur l'une des rues qui ceinturent le marché Castor. Amadou Diallo, dans son taxi, apprécie la baisse des prix des denrées de première nécessité. Pour autant, il invite le gouvernement à appuyer sur l'accélérateur pour diminuer le prix du carburant. Le carburant est même l'un des facteurs de production le plus important. C'est même une priorité, selon Abdoulaye Diom, il est chauffeur. Le coût du transport a un impact réel sur le budget des ménages. Pour rentabiliser les nouvelles routes, il faut absolument les utiliser. Et cela passe nécessairement par la réduction des tarifs du transport. Alvin Fall est particulier. On peut pas construire de bonnes et nouvelles routes et puis ne pas permettre aux gens de pouvoir l'utiliser à bon escient. Il faut que le carburant soit baissé. Absolument. Ça a son impact dans l'économie. Absolument. C'est vrai que la baisse du carburant pourrait
faire en sorte que le quotidien des gens... Au rond-point de la Liberté 5, les transporteurs des lignes Tata gardent espoir de voir une réduction sensible du prix des carburants et dans les meilleurs délais, tons et régulateurs. Je dirais même, avant tout, un croyant. J'y vais, disons, avec patience quand même et espoir. Le transport est un élément déterminant dans la fixation des prix des denrées. Amoindrir les tarifs peut aider aussi à soulager les familles. Ziara annuelle de Diamal dans le département de Birkilane. Les préparatifs vont bon train. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de cet événement religieux, lequel va avoir lieu le 28 avril prochain. Cette 20e édition sera l'occasion de sensibiliser les fidèles sur les comportements à adopter. C'est pour éviter la propagation des maladies contagieuses. Un comité régional de développement s'est penché sur la question. Mamadou Amardion. Diamal, cette communauté rurale située dans le département de Birkilane, se prépare à accueillir des fidèles pour célébrer la Ziara annuelle. Cette 20e édition va avoir lieu le 28 avril prochain. Pour la réussite de cet événement religieux, toutes les dispositions ont été prises selon le préfet de Birkilane qui a participé au comité régional de développement organisé pour la circonstance, Omar Baldé. La couverture sécuritaire, la couverture sanitaire, la couverture téléphonique, la réhabilitation du tronçon Birkilane-Diamal, l'intervention des services de l'élevage et des services de l'assainissement. Sur le plan sanitaire, rien ne sera négligé pour éviter la propagation de certaines maladies. Ces maladies qui aujourd'hui ont ressurgi, la méningite, un peu la poliomyélite et tous les autres types de maladies, ont fait l'objet d'un dispositif spécial. Le plus important pour nous, c'est vraiment de travailler à une bonne sensibilisation. Donc un comité pluridisciplinaire a été mis en place, présidé par le sous-préfet de Kermbouki. La famille religieuse de Diamal demande aux fidèles de respecter toutes les consignes. Elle a dit Ousmane Sissé, porte-parole de la délégation, lance aussi un appel à la paix. Les fidèles doivent respecter les mesures de sécurité. Nous prions aussi pour la paix. Sous l'égide du Khalif de Diamal, elle a dit Mam Abdou Sissé, les autorités religieuses comptent rappeler les préceptes islamiques aux fidèles. Kafrine, Mamadou Amar Ndion, RFM. La Guinée-Bissau refuse l'envoi d'une force militaire de l'ONU. Les militaires auteurs du coup d'État se sont dit prêts à défendre l'intégrité de la Guinée-Bissau si l'ONU décide d'envoyer une force militaire pour y rétablir l'ordre constitutionnel. Écoutons le lieutenant-colonel Dabana Walna, porte-parole de l'armée guinéenne. Il est au micro de nos confrères de Radio France Internationale. Les forces armées bissau-guinéennes ont pour mission la défense de l'intégrité territoriale. En cas d'invasion, quelle aurait pu être notre attitude? S'opposer à l'invasion. Voilà qui est bref et clair. Actuellement, nous vivons un moment difficile et délicat. Des manifestations pourraient précipiter les événements et être une traînée de poudre. Pour éviter tout cela et parce que nous préservons énormément les vies, nous demandons à tous de garder le calme. Très bientôt, les gens pourront manifester et dire ce qu'ils veulent lorsque nous serons sortis de la situation actuelle. Nous pensons que l'histoire finira par juger ce qui est en train d'arriver. Les sports, c'est avec Sadani Kam. Bonjour Sadani. Ismaël Camara, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous démarrons par les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Ce sera ce samedi donc avec 11 matchs au programme répartis dans toute l'étendue du territoire. Un match qui sera plus couru. Ce sera Guédiawaye Football Club contre Union Sportive de Ouakam et donc au stade Galandou Diouf. Yakar joue Saloum, ce sera à partir de 16h. Au stade de Ngor, 16h toujours, Olympique de Ngor contre Gorée. Au stade municipal de Mbour, Tourékonda Renaissance 16h. Au stade de Fodé Ouad de Sali, Djamba reçoit Renaissance de Yoff. Au stade Aline Sitoé de Diata, Santhiaba joue l'Etix. Au stade Alassane Digo à 16h, Dakar Université Club Djambour. À 18h, Pikine Dakar Sacré-Cœur. Au stade Demba Diop, 16h, Diaraf HLM. Et puis Union Sportive de Ouakam, comme je vous l'avais dit, contre Guédiawaye Football Club. Ce sera à partir de 18h au stade Babacar Sey. La Linguère reçoit Margate. Et puis hier, Mbour a été la première équipe à se qualifier pour les 8e de finale. Les Mbourois ont battu Dara au tir au but 5-4 au temps réglementaire. Les deux équipes étaient à égalité parfaite, un but partout.
Et puis Bruno Metsu et Pierre Lechantre ont été présélectionnés par le comité ad hoc de la Fédération sénégalaise de football pour succéder à Amara Traoré à la tête de la sélection nationale du Sénégal. Je rappelle que Maître Augustin Senghor a confirmé l'information et donne rendez-vous aux amateurs vendredi prochain, bien sûr. Les deux entraîneurs français figuraient sur une short list de 4 personnes. Et puis en Europe, on jouera aussi la 33e journée de la Ligue 1 en France spécialement. Brest reçoit Rennes et puis à partir de 16h, donc Dijon joue Lille. Et donc Nice joue Auxerre, Evian joue Toulouse. Ce sont quelques matchs de cette 3e journée. En Angleterre aussi, on jouera la 35e journée. Arsenal joue en ce moment Chelsea et puis les deux équipes sont égalité parfaite, 0 but partout. Aston Villa reçoit Sunderland et Bolton Wanderers jouera Swansea City. C'était quelques matchs seulement pour les championnats à l'extérieur. Retour donc chez nous, cette fois-ci pour parler de la lutte, un combat qui défraie la chronique partout ces derniers temps. La confrontation Yekini-Balla Gaye 2 préoccupe aussi les enfants. Ils se prononcent sur ce combat de dimanche. Illustration dans ce reportage signé Aminata Goudiaby. Quartier Arafat de Grand Yoff, une dizaine de jeunes garçons discutent devant une salle de jeu. Le thème, l'affiche de ce dimanche. À chacun son lutteur et l'occasion ne manque pas pour vanter ses qualités. Joseph Ndiaye a 13 ans. Yekini va battre. Un verdict que son camarade refuse d'admettre. Aliussi donne son pronostic à lui. Balla Gaye est plus jeune et plus fort. Il va le battre en 5 secondes. Et l'aîné de la bande de jouer les analystes. Ça sera rapide. Balla Gaye 2 Yekini, wait and see. Merci donc Aminata Goudiaby. Personne n'est en reste au Sénégal avec ce combat de ce dimanche et donc la RFM a donc déployé les gros moyens pour une couverture spéciale. Tous les reporters seront sur le terrain dès ce soir et demain toute la journée chez les deux lutteurs et puis dans leur fief. Nous continuons toujours avec la lutte, mais cette fois-ci avec la deuxième journée de l'Arena Tour. Ce sera donc au stade Iba Mar Diop à partir de 15h cet après-midi. Le premier combat, ce sera Youssou Ndour de l'écurie Les Bougui contre Batista de l'écurie Habib Ndiaye. Deuxième combat, Lion Noir de Diap contre Yekini 2 de l'écurie Fass Benno. Troisième combat, celui-ci spécial, Dougar de l'écurie Al Poulard contre Jet Li de l'écurie Ram Setiosan. Quatrième combat, États-Unis de Soumbédioune contre Gourfit de Grand Dakar. Et puis le cinquième et dernier combat, ce sera Kama Junior de Sakou Khamkham contre Modja de l'écurie Yoff. Et nous parlons cette fois-ci de karaté avec la Fédération sénégalaise qui organise en ce moment même et depuis 8 heures les championnats nationaux de kata en individuel et par équipe de 3 combattants. C'est au stadium Marius Ndiaye. Ces compétitions sont initiées en perspective des prochains championnats du monde prévus en novembre 2012. Ce sera en France et sont réservés aux cadets juniors et seniors en garçons et filles. 300 participants étaient attendus et ces participants viennent de toutes les ligues du Sénégal. Et nous terminons avec une note de judo avec la 3e édition du grand tournoi international du Dakar University Club. C'est ce samedi. Ça a commencé aussi depuis 9h et les finales sont prévues tout à l'heure à 16h. C'est au terrain de basket de l'université Cheikh Anta Diop. Ce tournoi par équipe regroupe les clubs du Sénégal, du Cap-Vert et 2 équipes qui sont venues de France, notamment une équipe de Marseille, Ismaël Camara. Merci, Sadanika. Tout roule moins cher avec Ada Location de véhicules. La location de véhicules à votre portée chez Ada Location, avenue Cheikh Anta Diop, Dakar Mermoz. Ada Location de véhicules vous souhaite une bonne année 2012 et vous offre votre revue de presse. La revue de presse de Babacar Fall. C'est le combat de demain qui domine Yekini-Balla Gaye 2 dans toute la presse ce matin. Et qui va gagner? C'est Yekini qui va tomber. C'est la prédiction de Selbendom. La célèbre voyante fait la une de l'Observateur. Selbendom déclare dans l'Obs que c'est Balla Gaye numéro 2 qui sera le vainqueur de ce combat. Toujours dans cet entretien qu'elle accorde à l'Obs, la voyante Selbendom précise que Yekini va même chuter sur son côté droit. Ce combat de lutte occupe même la une du très sérieux Sud Quotidien. Titre de Sud Quotidien: Yekini-Balla, jeu et enjeu d'une couronne. Ouais, Yekini, c'est le roi des arènes. Il est défié donc par ce jeune Balla. L'affiche fait la une du journal Sous Lambe avec ce titre: Balla Gaye 2 Yekini ce dimanche.
l'heure de vérité. Ce n'est pas du sport, mais le journal Le Quotidien parle de rallye financier de Sindiély Wade à propos du FESMAN. La fille d'Abdoulaye Wade était la déléguée générale adjointe du 3e Festival mondial des arts nègres organisé au Sénégal en décembre 2010. Eh bien, il y a des créanciers qui n'ont jamais été payés. Alors, selon Le Quotidien, il a fallu que la presse révèle ça après la chute d'Abdoulaye Wade pour que Sindiély Wade se mette à payer. Et en un temps record d'ailleurs. Le journal Le Quotidien informe que durant ces dernières heures, la fille d'Abdoulaye Wade a payé 63 chèques sur 200. Des chèques qui étaient même bloqués depuis 6 mois. Hier, le gouvernement a annoncé la baisse des prix de certaines denrées alimentaires. Ça fait la une du Soleil. Le journal affiche les 3 produits concernés par cette mesure: le riz, le sucre et l'huile. Le Soleil écrit que le prix du riz ordinaire a baissé de 45 francs CFA sur le kilogramme. Le prix du kilo du riz parfumé chute de 40 francs CFA. Le litre d'huile qui coûtait 1200 francs CFA va désormais s'acheter à 960 francs CFA. Baisse également sur le kilo du sucre qui va coûter maintenant 580 francs CFA au lieu de 960. Mais faut-il s'emballer après cette annonce du gouvernement? Le journal Le Populaire estime que c'est une légère baisse des prix des denrées. Quant au journal Libération, il pense que Macky Sall a tenu sa promesse en baissant les prix du sucre, de l'huile et du riz. Mais le sujet principal à la une de Libération, c'est l'affaire Barthélémy Diaz, le jeune maire de Mermoz-Sacré-Cœur, emprisonné depuis 4 mois après la mort d'un homme qui fait partie d'une bande armée qui avait attaqué cette mairie. C'était le 22 décembre dernier. Pourquoi Libération en parle ce matin? Le journal informe que le doyen des juges a auditionné le commissaire de la police de Dieuppeul et que bientôt ce sera le tour de Barthélémy Diaz de passer devant ce même doyen des juges. Magistrature, administration, médias, Senghor, Diouf, Dia, ce sont autant de sujets évoqués par Ousmane Camara. L'ancien ministre et ancien président de la Cour suprême s'entretient avec le journal Enquête. Interview à lire aux pages 6 et 7 de ce journal. On avait commencé avec... On termine par ça, le sport. Cette fois, c'est du football. La presse sénégalaise fortement intéressée par ce match du championnat espagnol. Barcelone-Real Madrid, le Classico, ce soir. Ada Location de Véhicules vous a offert votre revue de presse. Tout roule moins cher avec Ada Location de Véhicules. À présent, le portrait de la semaine, il s'intéresse aujourd'hui au président du Sénat, Pape Diop. Faisons plus ample connaissance avec celui qui mène la fronde au sein du PDS. Mohamed Ali Mouba nous dresse son portrait. Une mairie, c'est une institution. Oui. Et un regard pétillant, une mise esquisse, mais un sourire rare. L'homme a réussi à bâtir sa renommée à l'image du bâtisseur de cathédrales. Peu de paroles, peu de tumulte et beaucoup de cœur et de courtoisie pour aimer et se faire aimer de tout le monde. Pape Diop, 58 ans, président du Sénat et homme d'affaires de son État. D'origine lébou, filiation qui revendique volontiers, l'homme a de l'ambition à revendre et déjà une longue expérience de la politique. Il a rejoint très tôt le PDS dont il est le membre fondateur. Fidèle parmi les fidèles, il est resté aux côtés de son mentor durant toutes les années de presse. Avec l'alternance, il parvient à gagner la ville de Dakar lors des municipales de 2002. Successeur de l'éphémère Youssou Diagne, il préside aux destinées de l'Assemblée nationale jusqu'en 2007 avant d'occuper la tête du Sénat. Mais depuis la défaite du PDS à la dernière présidentielle, sa proximité avec le leader du PDS semble connaître un coup de froid. Visiblement, la volonté du pape du Sopi de confier les rênes du parti à Omar Sarr l'a fait révolter. Lui et d'autres hauts responsables, comme l'actuel président de l'Assemblée nationale, Mamadou Seck. Ils ont mis sur pied la coalition Bokk Gis Gis pour dénoncer la volonté de dévolution monarchique du parti. Suprême surprise, l'homme poli et fidèle a peut-être changé d'âme. Il s'est rébellé, même s'il dit être toujours au PDS. L'ancien maire de Dakar aura-t-il le dernier mot sur l'ancien président de la République? Le pari n'est pas facile, mais l'avenir nous édifiera. Oh, pour moi, peut-être, bien sûr, mais pour moi, si j'étais à la place de celui qui a pris la décision, je ne l'aurais pas fait. À présent, Khalam, une présentation de Djenaba Seydouba. Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous.
Ce samedi, beaucoup de rendez-vous culturels. Notons d'abord cette soirée 100% hip-hop, ce soir au Centre culturel Blaise Senghor, une soirée qui veut faire la promotion de l'intégration africaine à travers la musique. Écoutons Oumar Samb, c'est le responsable de O Communication, la structure qui organise l'événement. On l'a appelé Intégrar. Et dans cette intégration, il fallait tout simplement que l'on trouve une possibilité de mettre toujours en collaboration deux groupes d'individus de deux espaces différents. C'est la raison pour laquelle on a, pour notre premier événement, on a voulu mettre en contact la communauté ghanéenne et la communauté sénégalaise. Et on a voulu le mettre en contact avec Books de Senkumpa. Books, en fait, c'est un rappeur de la Médina qui est bien connu. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'on a voulu aussi faire une soirée hip-hop. Et on a choisi quelques parrains. Des parrains comme DJ Aodi et Fatah aussi fait partie des parrains, Matador de Africature Urbaine, Simon de Jollof for Life, mais aussi le grand Chaka Babs de Canal 4 Productions. Parce qu'il est temps aussi que la musique arrive à faire quelque chose que les politiciens n'ont pas pu. Il est temps que la culture aille jusqu'à jouer sa partition dans la réunification des peuples dispersés à l'intérieur de l'Afrique. Donc on avait voulu, avant que l'heure de la soirée ne vienne, on avait voulu organiser un panel qui va porter sur le thème de l'intégration interétatique par la voie de l'art. Quel avenir pour la musique d'Afrique? Et on a voulu que les parents aient leur mot à dire. Donc c'est dans ce contexte-là que eux, tous, ils seront là-bas. Les DJ Audi, Fatah et tout ça, Simon et Matador et Chaka Babs, ils seront là-bas à partir de 15h au centre culturel pour débattre avec aussi des personnalités. La première édition du festival de théâtre en scène, c'est également ce samedi à Yeumbeul Nord. Une manifestation qui a pour thème place et rôle de la femme dans le développement de la culture. Une manifestation qui est à l'initiative du collectif des acteurs culturels de Yeumbeul. Faisons maintenant la connaissance du styliste Célie Rabican, une jeune fille qui fait du chemin dans le milieu de la mode avec sa marque Seraka, une touche qui met en évidence l'afro, le chic, l'urbain et le rock'n'roll, un style bien particulier qui séduit de grands noms de la mode africaine tels que Claire Kane, Koleso Ardo ou encore Sigil. Pour nous parler de Célie Kane, Anna Rocha. 4 ans déjà que la jeune Dakaroise de 26 ans baigne dans le milieu de la mode, tout un parcours. Mais l'année 2009 reste jusqu'ici sans doute l'incontournable. J'ai été très fière de l'année 2009. C'était quelques mois après mes débuts où j'ai fait l'objet d'un documentaire sur Arte. Et grâce à ce documentaire-là, j'ai été contactée par Kamel Wally pour faire le festival panafricain d'Alger. Ça a été vraiment un gros coup de boost et c'était une preuve que j'avais ma place. Ensuite, les défilés que j'ai fait jusque-là, je vois qu'il y a une réelle progression. Et ensuite, ce serait peut-être le défilé pour l'UNESCO à Paris, en mai dernier. Un talent inné peut-être, mais une passion qui s'est révélée au fil des printemps. Je pense que c'est quelque chose qui était en moi depuis très longtemps. Et ça s'est révélé il y a 5 ans. Après avoir fini ma prépa, les études d'économie, etc., j'ai décidé de me spécialiser dans mon école de mode. Travail créatif, en fait un mix de culture, d'influence et de tendance. L'inspiration, Célie l'attire simplement de son vécu. Si on devait décrire mon travail créatif, ce serait vraiment... J'ai une réelle volonté d'utiliser des matières différentes, d'expérimenter, d'assembler des choses qui ne sont pas très assemblées en règle générale, mais d'arriver à en sortir quelque chose d'esthétique. Son ambition? Produire des vêtements en série et de faire partie de ceux qui représentent la mode du Sénégal ailleurs dans le monde. Seraka va présenter sa prochaine collection à Paris, puis à Dakar. Pour ce nouveau challenge, la styliste va s'inspirer de sa collection B-Street. B-Street qui est en fait un hommage à la rue et aux arts. Merci Anna Rocha, et retenez que c'est la semaine prochaine que la styliste Célie Rabican va présenter sa nouvelle collection. Voilà, c'est tout pour Khalam de ce samedi. Merci de nous avoir suivis. L'information culturelle revient la semaine prochaine. RFM Midi. RFM Midi. Le rappel de la une. Ismaël Camara. Baisse des prix du riz, de l'huile et du sucre. Les commerçants restent divisés. Si certains comptent appliquer cette mesure du gouvernement, d'autres ne sont pas prêts à vendre avec les nouveaux prix, faute de ne pas écouler leur stock. Les acteurs du transport s'impatientent. Ils espèrent une réduction du prix du carburant et demandent à l'État d'aller vite dans ce sens. Crise scolaire, les signaux sont au rouge à cause de l'échec des négociations entre le QSEMS et le gouvernement.
Pour autant, l'ex-secrétaire général de l'UDEN, Mamadou Diop Castro, pense que l'année peut être sauvée. Selon lui, il suffit de convaincre tous les acteurs par des actes concrets. Accaparement des terres cultivables à Ndé dans la communauté rurale de Keur-Mousseux par des cultivateurs du dimanche. Les maraîchers locaux sont dans tous leurs états. Ils dénoncent cette situation. Fin de ce journal présenté par Ismaël Akamara, à la technique Abdoulaye Diop, à la réalisation Babacar Fall. Retour de l'info quand il sera 13h et ce sera le Wolof de Djeynaba Seydouba. Tout de suite, l'invité grand formant de Jo Maron. Il reçoit le ministre de l'Éducation, Ibrahima Sall. Dans cet entretien, il est beaucoup question du système éducatif et de la crise scolaire. Merci chez vous et bonne écoute. RFM, l'invité. Ibrahima Sall, bonjour. Bonjour, Jo. Vous êtes économiste, aujourd'hui le ministre de l'Éducation. On parle avec vous de la situation de l'école sénégalaise. D'abord, parlons un peu de la crise scolaire. On sait qu'actuellement, il y a beaucoup de mouvements. Que faire pour sauver l'année, monsieur le ministre? Oui, d'abord, il faut savoir que nous sommes arrivés dans un contexte bien particulier. Il ne reste dans l'année normale que pratiquement 1 à 2 mois. Le gouvernement du président Macky Sall, à qui la population a fait confiance, arrive dans un contexte difficile. Difficile sur le plan économique, parce que comme vous le savez, la crise internationale, couplée aux difficultés rencontrées par notre gouvernement dès sa prise de fonction, montre qu'il sera extrêmement difficile de pouvoir prendre des engagements financiers. C'est pourquoi nous n'avons pas, dès les premiers instants, pu trouver un accord avec les syndicats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que la situation est assez critique parce que les enseignants sont restés 4 mois pratiquement sans aller dans les classes, et malgré certaines décisions prises par des syndicats de lever leur mot d'ordre, la situation reste bloquée. Pour ma part, dès que j'ai été nommé, j'ai pris sur moi, sur instruction du président de la République, de rencontrer les différents syndicats. Je l'ai fait dans un cadre, disons, informel entre guillemets, parce que je n'avais pas encore pris fonction, mais j'ai pensé que la situation était extrêmement grave pour que j'attende la passation des services pour faire cela. C'est pourquoi 2 jours seulement après mon élection, j'ai rencontré 2 à 3 syndicats, et qu'ensuite j'ai convoqué l'ensemble de mes services pour pouvoir prendre la mesure de la situation. Je pense que ces prises de contact m'ont permis de connaître la situation dans sa globalité. J'ai convoqué pour la première fois, je crois, dans l'histoire de l'éducation nationale au Sénégal, l'ensemble des acteurs. D'abord, les parents d'élèves, donc les associations des parents d'élèves, le collectif des étudiants et élèves, des élèves et des lycées et collèges, le Parlement des enfants et la presque quasi-totalité des syndicats qui étaient dans des centrales. Cette rencontre était une catharsis, mais aussi une possibilité d'échanger parce qu'il faut trouver la solution à la crise scolaire. Il faut savoir que pendant ces rencontres, la majorité des syndicats ont soit suspendu leur mot d'ordre, soit d'autres syndicats qui l'avaient suspendu ont accepté et continuer à faire confiance au gouvernement du président Macky Sall à travers ma modeste personne. Le syndicat, le QSEMS, à savoir le QSEMS qui n'avait pas levé le mot d'ordre, a réussi à trouver un compromis avec le gouvernement et pourra continuer la discussion avec nous sur 2 points. Je pense que nous allons trouver une issue heureuse. C'est l'occasion pour moi de aussi remercier le QSEMS, le CUS, le CIPROS, l'UDEN, j'en oublie, tous ces syndicats qui ont par acte patriotique accepté de suspendre
leur mot d'ordre. Je remercie aussi ceux qui ont accepté de négocier, à savoir le QCEMS. Je pense que tous ces syndicats sont mus par l'intérêt de l'école sénégalaise. Ils ont certes des revendications d'ordre financier, mais ils ne méritent pas d'être attaqués. C'est des gens qui ont droit à ce que leur situation soit améliorée. Parce que c'est des enfants, comme je l'ai dit, les enseignants sont les combattants du savoir. Si le président Macky Sall pouvait régler cette question sur le plan financier, il l'aurait fait le même jour. Mais j'ai dit simplement que notre pays traverse une difficulté majeure du fait de l'approche des pluies. Nous devons mettre en place des semences, nous devons mettre en place des engrais, nous devons prendre nos dispositions contre les inondations, nous devons combler un gap financier, je dirais même un gouffre financier laissé par l'ancien régime. Tous ces facteurs font aujourd'hui que le gouvernement est obligé de serrer le vis. Mais déjà, les syndicats ont accepté de discuter sur les questions de principes généraux. C'est un pas énorme et nous ferons en sorte de dire ce que nous allons faire et de faire ce que nous avons dit. Parce que c'est fondamental pour nous. Nous voulons une gouvernance de rupture. Nous faisons cet entretien au même moment. On a constaté que la violence s'est installée dans certaines écoles privées avec les élèves qui ont même saccagé quelques véhicules appartenant à des écoles privées. Je veux faire allusion à Notre-Dame. Le ministre que vous êtes, comment vous analysez cette situation? C'est regrettable et c'est inacceptable. Nous pensons qu'aujourd'hui, la violence n'a pas droit ni cours dans ces histoires de grève des élèves. Nous compatissons et nous prendrons, et je pense que nos collègues du gouvernement concernés vont prendre les mesures idoines pour que la sécurité soit assurée pour ceux qui veulent aller à l'école. L'État prendra toutes ses responsabilités. Nous négocions. Mais attention, nous avons une main de fer dans un gant de velours. On ne peut pas laisser l'ordre public être menacé ni par des élèves ni par d'autres personnes. Nous allons prendre nos responsabilités, faire des enquêtes et je pense que le président de la République prendra des mesures idoines qui va au-delà du ministère de l'Éducation, qui va de la sécurité publique. Beaucoup de parents ne dorment plus et ils pensent déjà que l'année sera blanche avec ce mouvement tant agité par le collectif des lycées de Dakar. Est-ce que vous pouvez rassurer ces parents? Oui, je pense que je peux les rassurer dans la mesure où si nous faisions aujourd'hui l'état des cours sur l'ensemble du territoire, nos services ont dit que même à l'intérieur du pays, les gens ont suivi un cursus normal et le quantum error est atteint dans beaucoup de zones. Au niveau des écoles privées, quasiment toutes les écoles privées ont fait leurs cours de manière normale. Donc il y a une partie des gens qui sont en grève, d'autres qui ne le sont pas. L'année blanche ne se décrète pas, elle se constate. Nous n'avons pas encore, sur les critères techniques, constaté qu'il y a une année blanche. Et je ne pense pas qu'il y ait une année blanche. Nous ferons tout notre possible. Certes, j'ai reçu des élèves le jour de ma passation de service qui réclamaient une année blanche. Je les ai rappelés à la raison en disant qu'en tout cas, du côté du gouvernement, nous ne pouvons pas cautionner que des élèves décrètent une année blanche. Nous le disons haut et fort. Nous pensons que c'est irresponsable, mais je les comprends aussi parce que c'est des jeunes qui sont dans des familles modestes et qui, certainement aussi par souci de patriotisme, disent « Ah oui, nous ne pouvons pas accepter d'avoir un enseignement au rabais ». Mais il faut comprendre que c'est tous les acteurs, les élèves, les étudiants, les parents d'élèves et le ministère de l'Éducation nationale qui se mettront autour d'une table pour voir la validité de l'année. Et s'il y a des accords qui seront signés, je l'espère, nous allons contribuer au découpage du calendrier scolaire, à la discussion avec les professeurs pour qu'ils puissent regagner les salles de classe et remplir leur quantum horaire afin que les élèves puissent faire leurs examens plus tard. L'éducation, un secteur à problème. Aujourd'hui, quelles sont vos priorités?